Ce que j'ai vu dans le montage de cette expo, c'était de rassembler tout ça, enfin de rassembler ce qui est maintenant des archives, puisque ça date d'il y a 15 ans, et de revoir certains travaux que j'avais complètement oubliés, ou d'autres que j'aimais bien, que j'avais pas oubliés. Et ce qui était surtout étonnant, c'était de les rassembler. On ne l'avait jamais vu, tout ça ensemble depuis 15 ans. Et ce que je percevais, enfin je ne sais pas après si tous les visiteurs l'ont perçu, mais je voyais certaines choses constantes, certaines manières de montrer des choses, de faire des mises en page qui étaient assez constantes, et puis de temps en temps aussi d'autres tentatives, d'autres évolutions dans le temps. Et c'est vrai aussi une collaboration sur une aussi longue durée, pour un graphiste, ça permet justement de faire des tentatives, d'essayer des choses, parfois de prendre un peu quelques risques, hein, mais globalement, je crois que ça fonctionnait toujours assez bien. Alors la chance que j'ai eue aussi avec Rhizome, c'est d'arriver au tout début du projet. Il n'y avait rien tout était à inventer, et ça c'est une situation extraordinaire. Et oui, je me souviens qu'on avait discuté longtemps de à quoi pourrait ressembler ce logo qui nous paraissait nécessaire, à quoi il pourrait ressembler, est-ce qu'il faudrait qu'il raconte quelque chose, et s'il racontait quelque chose, que raconterait-il? Justement là, en préparant l'exposition, j'avais retrouvé les premières esquisses du logo là, qui étaient compliquées, qui étaient pas belles et tout ça. Et justement dans la conversation, dans la discussion, je crois qu'on avait fini par arriver à dégager ce logo qui parle de ce qu'est un rhizome, qui parle aussi justement des différences entre des gens, entre des compétences et des points de rencontre, des choses comme ça. Et je me souviens, oui, ça m'avait rappelé aussi une chose où j'avais fait exprès de dessiner ce logo sans aucune ligne droite, ni verticale ni horizontale, ce qui lui donne toujours aussi un côté très flottant. On est toujours embêté pour le mettre en page, et ça j'aime bien cette idée-là. Justement, il a ce côté un peu... on n'arrive pas à le ranger avec des logos qui ont un design beaucoup plus institutionnel, qui sont bien carrés et tout ça. Il a toujours l'air un peu flottant. Je pense que dans le travail qui a été fait pour Rhizome, j'espère que ça donne l'impression que c'est un lieu où on se pose des questions, où on a de l'humour, où on réfléchit, où on n'est pas trop coincé non plus. Et je crois que c'est à travers toute cette communication là sur un long temps qu'on arrive à construire ça. Peut-être que, en effet, souvent, je sais que dans les institutions culturelles publiques, c'est souvent des contrats de 3 ans. Les tenants, enfin les décideurs, au bout de 3 ans, ils vont choisir soit on continue encore 3 ans, soit on continue avec quelqu'un d'autre. Et je crois que le risque... Alors c'est très bien de changer aussi, hein, je ne dis pas le contraire, mais je pense que des institutions qui vont changer tous les 3 ans de graphistes prennent aussi le risque de diluer un peu leur image. Je crois que oui, c'est vrai que j'ai toujours été un peu intrigué, même très jeune, intrigué par les écritures, les signes, les symboles, même parfois les symboles qu'on ne comprend pas et qui ont une force visuelle. Mais c'est vrai que lorsque j'étais étudiant, dans les stages que j'ai pu faire, beaucoup de gens avec qui je travaillais m'avaient dit ah mais si tu veux vraiment développer une carrière de graphiste, il faut que tu sois très bon en typographie, ça fait toute la différence. Et ces objets lettres qui sont en général ce sont juste des contenants de sons, de sens, et parfois, quelquefois, en les manipulant d'une certaine façon ou en les choisissant
d'une certaine façon, on peut révéler leur qualité visuelle, leur force visuelle et jouer avec. Et je crois que c'est à ce niveau-là, effectivement, que dans le design graphique, il y a quelque chose à faire avec la typographie, avec les pictogrammes. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à construire un système avec tous ces signes un peu hétérogènes, d'arriver à construire un système qui fonctionne, qui est à la fois qui transmet à la fois son sens et puis qui si possible, a quelques qualités esthétiques. La collection, c'est de chercher toujours des nouvelles choses ou des inspirations qui se trouvent souvent au bout de la rue. À vrai dire, je me souviens que je crois qu'il y a mon premier vrai salaire de jeune graphiste, je l'avais dépensé entièrement pour acheter un appareil photo argentique, un Nikon FM2 que j'ai toujours, que j'aime beaucoup. Et oui, je me suis mis comme ça avec des copains à photographier des enseignes dans la rue, des vieilles lettres, des lettres peintes, des choses qui étaient un peu, comment dire, que l'outil numérique avait un peu mis de côté, fait disparaître en quelque sorte. Donc depuis une vingtaine d'années, quand j'ai le temps, je photographie des belles enseignes, des beaux lettrages. Ça peut être aussi du graphe, ça peut être aussi de la signalétique, enfin tout ce qui est message dans la rue. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, quand je revois les photos, par exemple des photos que j'ai prises à Paris de vieilles boutiques, de choses comme ça, et ben en fait ça disparaît. C'est des choses qui sont pas finalement si durables que ça. Et donc souvent quand j'emprunte une rue par exemple, je me dis ah tiens là je me souviens que j'avais fait une bonne photo, et hop il n'y a plus rien. Donc j'ai cette archive, voilà. Il y a ce côté, comment dire, oui, très humain, entre guillemets artisanal. Enfin, je ne me revendique pas comme un artisan, mais dans ces méthodes de photographie ou de typographie traditionnelle, il y a une vibration, il y a une intensité, il y a quelque chose je pense qu'on ne peut pas reproduire avec le numérique. Comme je te l'avais déjà dit, je pense que le numérique a beaucoup d'autres avantages, de la rapidité, de la simultanéité, le fait de pouvoir être en lien avec le monde entier si on a envie. Et oui, l'impression traditionnelle a ce côté plus intime, plus chaleureux, plus humain. Alors j'essaye de profiter des deux. Je pense qu'effectivement, il faut communiquer le message qu'on nous demande de transmettre, mais un bon graphisme ou un bon graphiste va essayer d'apporter quelque chose en plus à sa façon d'interpréter les choses. Et je crois je suis convaincu même que s'il y a un peu d'humour ou un petit peu d'astuce, c'est beaucoup plus intéressant. À la différence d'un artiste, oui, le graphiste est un artiste qui travaille sur commande. Et donc, eh bien, dans tous ces cas-là, on me livre une série de photos, on me livre des textes, on me livre le nom d'un événement, d'une exposition, et il faut que je réussisse à le traduire visuellement. Donc effectivement, si j'ai suffisamment de temps pour réfléchir à la question, à la commande, à la façon dont ça peut être mis en forme, oui, je réfléchis à des éléments visuels, à des choses, enfin une espèce de petite narration qui fait, à mon avis, exister le message d'une meilleure façon. Je repense par exemple à
à un carton d'invitation qu'on avait fait pour l'événement Accident. Et effectivement, bon, tu m'avais demandé d'utiliser juste une reproduction très sobre de la photo d'une des photos de l'exposition. Très bien. Et du coup, sur le verso, j'avais tenté de créer une sorte de logo ou de titre d'exposition. J'avais imaginé des lettres un peu en 3D qui étaient complètement, où le mot accident lui-même était complètement explosé. Alors oui, c'est littéral, quoi, mais j'avais réussi à introduire dans ce mot-là une certaine force visuelle, hein, et je pensais que ça fonctionnait. Après, c'est vrai que justement le littéral dans la création graphique, il faut s'en méfier. Je ne sais plus quel graphiste américain disait si on vous demande de faire une couverture pour un livre qui parle de pommes, et que sur la couverture vous mettez une pomme, ce ne sera pas une bonne couverture. Il y a toujours ce décalage à rechercher et qui, je pense, est intéressant, et c'est surtout parce qu'on essaye aussi de faire confiance au lecteur, à la personne qui va recevoir ces graphismes. Et je pense qu'il y a une façon dans le design graphique de penser que nos destinataires sont des personnes intelligentes. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, dans toute l'imagerie publicitaire. Donc on recherche quelque chose de visuel qui va réussir à créer une forme de connivence avec et je pense que cet effet de connivence, de petits codes partagés comme ça, ça forge l'identité d'une institution. C'était mon ancien collège, dans le collège de l'Arche-Guédon où j'ai été élève. Il y avait des cours d'art plastique, des cours même de travaux manuels à l'époque. C'était un peu l'endroit où on m'a un peu fait découvrir tout ça, et j'étais assez content de venir rendre ce qu'on m'avait donné. Ça, c'était plutôt une belle rencontre. Et oui, et je dois dire que j'avais été assez surpris par certaines remarques des élèves là, quand je présentais certains travaux, où à un moment ils ont dit « Ah mais monsieur, ça c'est un calligramme ça ». Et c'était surprenant. Moi, en quatrième, je ne savais pas ce que c'était un calligramme. Et donc oui, je pense que les professeurs d'art plastique, Camille Martins en l'occurrence, bon, je pense qu'elle a vraiment bien préparé tout ça, bien fait son travail pour créer les conditions là, d'une rencontre avec un professionnel du design qui se passe bien. Ça, c'était plutôt agréable. Après, c'est vrai que venir expliquer les tenants et les aboutissants de son métier à des jeunes qui ont 14 ans, 13-14, c'est pas très facile. C'est un exercice assez difficile de vulgariser son travail, mais c'est plutôt un bon exercice. Donc j'ai essayé de raconter ça dans les termes les plus simples, les plus accessibles. Alors Zog, c'est une maison d'édition qui existe depuis 2 ans, que j'ai fondée avec Sandra Chamaret, ma collaboratrice, ma compagne, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, depuis 2005 en tant que graphiste dans l'atelier que nous partageons à Paris. Elle est elle-même enseignante dans une école d'art, et souvent on s'est souvent posé la question justement de cette transmission. Comment on explique aux gens ce que c'est que le design graphique, comment on peut faire comprendre aux jeunes gens qui veulent s'orienter dans ces carrières-là, quelle est la responsabilité qu'ils doivent accepter en devenant graphistes à leur tour. Et on s'est souvent dit que ça serait peut-être bien de publier des livres. Donc il y a eu pas mal au départ, il y a eu pas mal de livres
issus de colloques divers sur l'illustration, sur la couleur, sur la signalétique qui se tenaient dans l'école où travaille Sandra. Dans le domaine de la typographie, il y a, je crois malheureusement que les choses les plus intéressantes, enfin les documents théoriques les plus intéressants ont été produits en Angleterre ou en Allemagne ou en Suisse, enfin en tout cas pas en français. Et donc on s'est dit qu'il y avait quelques livres au sujet de la typographie qui seraient bons de traduire ou de retraduire en français pour les rendre accessibles au public français. Après, je terminerai là-dessus, et c'était aussi une surprise pour nous. On s'est rendu compte que le statut de graphiste et le statut d'éditeur, en fait, n'étaient pas du tout les mêmes. Effectivement, lorsque vous êtes graphiste, on vous demande juste de vous soucier de la forme visuelle, de l'organisation d'un livre qui est bien une page blanche là et que la photo soit au bon endroit avec la petite légende, etc. Éditeur, c'est une responsabilité plus vaste où il faut s'emparer vraiment de la dimension éditoriale. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on veut dire, alors que le graphiste, on lui dit un peu ce qu'il doit dire, quoi, dans le système de la commande. Là, non, justement, on avait aussi cette envie de devenir aussi les auteurs du message. Mais voilà, c'est une responsabilité aussi qu'il faut être capable d'accepter. Il y a aussi la dimension financière, bien sûr, puisque là, on n'a pas encore fait des productions trop ambitieuses pour l'instant, mais là, on sait qu'on ne peut pas publier un livre qui ne se vendra pas parce que c'est nous qui devrons assumer les conséquences financières. Donc, c'est un temps plus long aussi d'éditer. Il faut prendre son temps, se questionner, réfléchir, est-ce que j'ai vraiment raison de publier ce livre, et si oui, sous quelle forme? Alors que, comme tu le sais, le travail du graphiste, il est dans un temps beaucoup plus rapide. Il me faut absolument ce poster ou ce carton d'invitation dans 15 jours, sinon on est foutu. Et donc c'est intéressant, ces deux modes de réflexion très complémentaires, je dirais. Et ce qui me plaît, c'est que justement aussi le métier d'éditeur permet de rencontrer d'autres gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés en tant que graphiste. Et on peut dire aussi aux gens, mais votre texte là, il est un peu trop long, là ce passage-là, il est un peu moins intéressant. En tant que graphiste, on n'a pas le droit de dire ça. Cette éducation populaire, c'est une idée très importante, enfin qu'il faut plutôt encourager. Dans le cas de Rhizome, je pense aussi, c'est donner accès à, même avec les moyens qui se réduisent, c'est donner accès à une culture artistique, à des gens, enfin à des jeunes qui ne savent pas peut-être qu'ils ont le droit d'apprendre ça, ce qui est quelque chose de terrible en fait. Et ça, je suis plutôt fier de participer à ça. Et je pense même si tous les jeunes alors je sais plus, tu me confirmeras, mais de 6 à 77 ans qui viennent faire de la gravure, du dessin, de la peinture, de la sculpture à Rhizome, peut-être qu'ils n'ont pas tous l'intention de devenir artistes, ou ils sont déjà artistes, mais au moins on leur aura apporté une sensibilité. Et je pense que ça peut contribuer quand même à améliorer la vie des gens, tout ça. Donc on ne fait pas ça pour rien.